Bonjour à tous. Aujourd'hui, sur l'antipsychiatrie, on va faire une première partie, sachant que la première partie ne renvoie pas spécifiquement à des théoriciens de l'antipsychiatrie, mais il y a quelque chose de commun, bien sûr, avec Foucault et Goffman. Donc, on reprendra Asile de Goffman et Histoire de la folie de Foucault. Donc, et on reviendra sur comment Foucault présente bien sûr la naissance de l'asile, et puis comment il montre que la folie n'a échappé à l'arbitraire que pour entrer dans un procès indéfini d'elle-même, et notamment par un nouveau type de structure, d'institution, l'asile, et notamment on reviendra sur ce qu'il appelle l'apothéose du personnage médical. Entendez, le médecin. Bon, donc ça c'est un premier temps, et puis avec Goffman c'est une étude sur les différentes rationalisations collectives qui sont là pour, au départ, soigner la folie, alors qu'en fait, elles sont plutôt là pour contrôler cette folie, et elles-mêmes produisant une folie. Et donc, là aussi, on reviendra sur le texte de Goffman, Études sur la condition sociale des malades mentaux, et avec une présentation qui est excellente de Robert Castel, et on reviendra à une préface très longue, mais vraiment très riche. Donc ça, c'est un premier temps. Un deuxième temps où on va aller, alors là, spécifiquement sur les théoriciens de l'antipsychiatrie, et spécifiquement Laing, donc avec la fabrication d'un psychiatre, sagesse des raisons et folie, dire des choses bien évidemment sur une des thèses centrales de Laing, qui est le nexus familial, et on pourrait dire même le nexus sociétal ou social, donc la politique de la famille, l'effet de la vie, et puis dire un mot également de Václavic, même si encore une fois ce n'est pas l'antipsychiatrie, c'est l'école de Palo Alto, mais on fera une petite référence là-dessus, simplement sur ce que nous appelons la réalité. Et donc, dans un texte qui s'appelle La réalité de la réalité, et pour revenir sur le paradigme, sur la pragmatique de la communication, qui vient expliquer comment la réalité est construite essentiellement par la communication. Et donc voilà. Et puis aussi Parole d'enfant, un tout petit peu de Laing. Donc ça, c'est les ouvrages d'aujourd'hui. Et vous connaissez ma capacité faible à, à trouver les notes vite. Et donc, je nous prépare quelques timings tranquilles, puisque vu que toutes les notes sont dans les livres, voilà, vous avez compris. Donc, ça va prendre un petit peu de temps, mais je vais essayer de faire de mon mieux. Alors, Histoire de la folie, Goffman, d'où l'on part, réflexion. Je suis revenue à quelques éléments. Donc, c'est dans Foucault, Histoire de la folie, naissance de l'asile. Bon, Foucault va revenir dans ce passage sur ce qu'il appelle les légendes de Pinel et de Tuke, qui, effectivement, pourquoi les légendes? Parce que sur cette naissance de l'asile, il y a eu un premier geste soi-disant, qui fait partie de la construction mythique du nouveau personnage qui s'appelle le psychiatre. Et ce geste, c'est ce que Foucault appelle le geste de libération des aliénés. Puisque avant Pinel, avant Tuke, on a essentiellement des fous qui sont notamment enchaînés, et qui ne sont d'ailleurs pas posés comme malades, mais comme uniquement dangereux. Et donc,
il revient sur ce geste de libération, et il va faire un geste de déconstruction de cette libération pour expliquer qu'en fait, ce qui va se passer, c'est une inversion du principe de la peur. Ce qui est renversé là, c'est le principe de la peur, et je le cite, le principe de la peur, qui est rarement diminué dans la folie, est considéré comme d'une grande importance pour le traitement des fous. La peur apparaît comme un personnage essentiel de l'asile. Et quelle est l'opération de retournement? L'opération de retournement, ce n'est pas du tout de faire disparaître la peur, mais c'est de faire changer le camp de la peur. C'est-à-dire que on a de fait, la folie faisait peur, et maintenant, elle aura peur. C'est ça le changement. La terreur qui régnait était le signe le plus visible de l'aliénation de la folie dans le monde classique. La peur, maintenant, est douée d'un pouvoir de désaliénation qui lui permet de restaurer comme une très primitive connivence entre le fou et l'homme de raison. Très bien, donc il y a une nouvelle solidarité qui se fait entre l'homme de raison et le fou. Maintenant, la folie ne devra plus, ne pourra plus faire peur, elle aura peur. Elle aura peur sans recours ni retour, entièrement livrée par là à la pédagogie du bon sens, de la vérité et de la morale. Elle aura peur, notamment du psychiatre, elle aura peur face à une autorité qui n'est plus, qu'elle n'est plus capable de déconstruire, et comme si elle, petit à petit, elle intégrait en elle-même, voilà, la possibilité, dit-il plus bas, il promit de se contraindre lui-même. C'est-à-dire que l'enjeu, c'est non plus d'enfermer, de tenir par les liens, mais de faire en sorte qu'il y ait une intégration du processus par le fou, par l'aliéné lui-même, qui fait que, très bien, on le libère, mais dorénavant, lui-même, il s'auto-restreindre, il va se contraindre par rapport à ça. Alors, et là aussi, auparavant, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait cette, dit Foucault, cette terreur libre de la folie. Et dorénavant, il y aura une espèce encore une fois, d'intériorisation de la contrainte, espèce d'autocensure. L'angoisse close de la responsabilité, la peur ne règne plus de l'autre côté des portes de la prison, elle va sévir maintenant sous les scellés de la conscience. C'est-à-dire, en gros, la peur change de camp, et puis la question de la culpabilité vient aussi également habiter l'aliéné. Je poursuis ce que dit Foucault, c'est-à-dire que par cette culpabilité, le fou devient objet de châtiment, toujours offert à lui-même et à l'autre. Donc il n'est pas sujet, la folie n'est plus sujet, hein, la folie devient objet médical, chosification, et qui est donc bien évidemment un phénomène d'aliénation absolument déterminant, et de la reconnaissance de ce statut d'objet, de la prise de conscience de sa culpabilité, le fou doit revenir à sa conscience de sujet libre et responsable, et par conséquent à la raison, ce mouvement par lequel, s'objectivant pour l'autre, l'aliéné revient par là à sa liberté. C'est le mouvement qu'on trouve aussi bien dans le travail que dans le regard. C'est-à-dire que sous le regard du psychiatre, effectivement, il va y avoir un phénomène de contrainte. Hein. C'est-à-dire c'est par le fait d'être un objet que j'aurai le droit d'être un éventuel sujet. Hein. Assujettissement
totale, qui de fait, après, on me donnera le droit d'être sujet, mais en passant par le phénomène de chosification. Alors, là aussi, Foucault vient expliquer un petit peu comment va être utilisée la question du travail. Le travail vient en première ligne dans le traitement moral. Sauf que, là aussi, parce que le travail, ça peut être totalement subjectivant. Le vrai travail, il est subjectivant au sens où, pas labeur, pas le travail comme work, comme disait Hannah Arendt, il est subjectivant. Donc, là aussi, astuce, falsification, il faut que le travail nous aide à devenir un objet de contrôle, donc il ne peut pas être subjectivant, il faut qu'il soit aliénant, donc, dans l'asile, dit-il, le travail sera dépouillé de toute valeur de production. Il ne s'imposera qu'à titre de règles morales pures. Limitation de la liberté, soumission à l'ordre, engagement de la responsabilité, à seule fin de désaliéner l'esprit perdu dans l'excès d'une liberté que la contrainte physique ne limite qu'apparemment. Voilà. Donc en gros, on utilise le travail pour mettre au pas, pour occuper, pour faire en sorte que tout est sous contrôle, mais certainement pas pour faire en sorte que le sujet, par le travail, fasse advenir quelque chose. Je dis tout ça parce que, bien évidemment, ça dit quelque chose de la folie, mais ça dit, on sait bien, des processus de normalisation qui peuvent exister par ailleurs tout à fait en dehors des adultes. Et comment ces falsifications de la reconnaissance, comme dit Axel Honneth, sont organisées pour précisément non pas subjectiver un sujet, mais au contraire pour l'aliéner. Alors, voilà, pas personnage, mais dynamique centrale de ce nouvel endroit de l'asile, le regard notamment du médecin sûr. Et là aussi, on sait à quel point la question du regard, la question de ce qui est vu, de qui est voyant, chez Foucault est tout à fait importante. On se souvient du texte du panoptique, et là aussi, qui regarde, qui est vu, qui est objet du regard, c'est tout à fait des questions clés dans les mécanismes de contrôle. Et qu'est-ce que le fou dorénavant? Le fou est celui qui est seulement regardé. Il est comme le nouveau venu, le dernier arrivant dans le monde de la raison. Et d'ailleurs, il y a tout un phénomène de simulacre qui se met en place dans ces asiles. Et ça, il renvoie non pas à Pinel, mais à Tuke, qui, qui rappelle comment régulièrement des espèces de mascarades de mise en scène sociale étaient organisées dans les asiles, et notamment le fait d'organiser des tea parties. C'est-à-dire de jouer à la dinette, en gros. Et de jouer à la dinette avec connivence, courtoisie, et en somme, les invités, qui sont bien évidemment les aliénés, revêtent leurs meilleurs costumes, rivalisent les uns avec les autres en politesse et en bienséance. On leur offre le meilleur menu, on les traite avec autant d'attention que s'ils étaient des étrangers. La soirée se passe de façon agréable, etc. Et les malades se contrôlent, et c'est un rite, un rite de connaissance mutuelle, mais un rite qui est bien évidemment absolument dans la falsification. Et voilà, il dit, le fou est invité à s'objectiver aux yeux de la raison raisonnable, comme l'étranger parfait. Et donc, et en fait, on inverse d'autres systèmes, puisque on connaît bien ces systèmes de voyeurisme sur celui qui est en marge et qui fait le spectacle. Et alors, on les mettait dans des cages. Là, il n'y a pas de cage, mais puisque la cage elle est intégrée, si j'ose dire, mais on est
voilà, dans ce phénomène-là de mise en scène de la normalisation, hein, de se conformer à un code, et qui est à ce moment-là incarné par la partie de T. Bon. Plus loin, dit-il encore, Foucault, ah oui, je reviens encore à, ce point sur le regard, ce qui est dit du regard chez Foucault et comment le regard des autres construit un cercle de relations qui est bien évidemment un cercle de pouvoir, et comment cette question de la dynamique du regard n'est pas simple. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce que ça renvoie, moi, à ce que j'ai pu appeler le nom des pairs, P-A-I-R-S, à la différence du nom du père, c'est-à-dire toujours avoir le sentiment d'être toujours sous l'œil de quelque chose. Vous avez ça aussi dans le phénomène du cours. La Bruyère explique très bien ça dans les caractères, même s'il ne parle pas de nom des pères. Mais c'est intéressant de voir comment la psychanalyse après est allée déconstruire ou chercher à travailler avec cette question du regard. Puisque bien évidemment, dans l'espace analytique, dans la séance, le regard, c'est pas rien. Sachant que dans le protocole, en tout cas le plus formel possible, il n'y a pas ce regard. Et il n'y a pas ce regard aussi sans doute pour se libérer à un moment donné de ce jeu du regard permanent, sachant que c'est jamais simple parce que vous avez quantité de patients qui au contraire se sentent sous le regard lorsqu'ils ont le sentiment de ne pas pouvoir eux-mêmes regarder, sachant qu'il n'y a absolument aucune obligation et qu'on peut être en face à face avec son analyste. Et puis à un moment donné, quand les patients qui parfois commencent dans le face à face et qui à un moment donné, ça y est, traversent et se libèrent et tout d'un coup ont le sentiment de ne pas avoir un œil derrière la tête, mais au contraire de ne plus se soucier du regard, et notamment du regard de l'analyste et du regard de la société en règle générale. Alors je cite ce passage sur ce jeu des regards, parce que précisément il renvoie à la psychanalyse. La science des maladies mentales, telle qu'elle pourra se développer dans les asiles, ne sera jamais que de l'ordre de l'observation et du classement. Elle ne sera pas dialogue. Et ne pourra l'être vraiment que du jour où la psychanalyse aura exorcisé ce phénomène du regard. C'est mieux dit. Pourquoi je n'ai pas dit d'anglais? C'était mieux dit. Exorciser ce phénomène du regard, essentiel à l'asile du 19e siècle. Hein, vous êtes sous l'œil, alors que, au contraire, le regard devient une dynamique bien plus vaste dans l'analyse. Et qu'elle aura, essentielle à l'asile du 19e siècle, et qu'elle aura substitué à sa magie silencieuse les pouvoirs du langage. Encore serait-il plus juste de dire qu'elle a doublé le regard absolu du surveillant de la parole, indéfiniment monologué du surveillé, conservant ainsi la vieille structure asilaire du regard non réciproque, donc la chose n'est pas simple, on voit, mais en l'équilibrant dans une réciprocité non symétrique par la structure nouvelle du langage sans réponse. Bon, et donc on voit bien que on a une asymétrie très particulière en analyse, qui à la fois d'ailleurs peut être ressentie comme quelque chose de profondément inégalitaire, et pas simplement asymétrique, parfois, mais en même temps, grâce à la puissance de la verbalisation, grâce à la reconnaissance de la parole. Et on avait vu il y a quelques semaines, il y a quelques cours, quand précisément Foucault disait on avait volé le langage de la folie. Sous-entendu, la folie n'avait plus accès au langage et à la valorisation de pouvoir faire langage. Précisément, dans l'analyse, c'est l'inverse. Hein. Tout fait langage et tout est valorisé et légitimé comme langage. Donc on ne peut pas, bien évidemment, et c'est pour ça aussi qu'il y a un phénomène d'exorcisation. Un peu plus loin, il va faire un parallèle, Foucault, entre, et je trouve cette formule absolument épatante,
entre la religion et l'asile, l'asile, virgule, domaine religieux sans religion. Domaine de la morale pure, de l'uniformisation éthique, tout ce qui pouvait conserver en lui la marque des vieilles différences vient à l'effacer, les derniers souvenirs du sacré s'éteignent. Autrefois, la maison d'internement avait hérité dans l'espace social des limites presque absolues de la léproserie, elle était terre étrangère, l'asile doit figurer maintenant la grande continuité de la morale sociale. L'asile doit figurer maintenant la grande continuité de la morale sociale. Et d'ailleurs, les valeurs de la famille, du travail, toutes les vertus reconnues règnent à l'asile. Voilà, c'est dit. C'est fini la chose séparée, etc. C'est le parachèvement du continuum social, cette chose-là où on vient vous interner et vous empêcher d'être en société est totalement à relier avec la société. Et c'est une, effectivement, religion continuée sans tout comment dire, la mascarade religieuse, quoique d'autres mascarades prennent la main. Vous vous souvenez du texte sur l'incorporation qu'on avait vu dans la séance où le médecin a été annoncé par la clochette. Hein, bon, donc d'autres rites peuvent aussi exister. Dernier point sur ce moment un peu rapide avec la naissance de l'asile, avant de parler de l'apothéose du personnage médical. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure sur la folie, cette folie libre qui faisait peur et qui tout d'un coup devient une folie qui a peur et qui sera désormais sous tutelle et sous le tribunal de la conscience des uns et des autres. La folie n'a échappé à l'arbitraire que pour entrer dans une sorte de procès indéfini, pour lequel l'asile fournit à la fois policiers, instructeurs, juges et bourreaux. Un procès où toute faute de la vie, par une vertu propre à l'existence asilaire, devient un crime social, surveillé, condamné et châtié. Le fou délivré par Pinel, très bien, il a été délivré par Pinel, mais dorénavant, délivré pour mieux être contrôlé. Hein. L'asile de l'âge positiviste tel qu'on fait gloire à Pinel de l'avoir fondé n'est pas un libre domaine d'observation, de diagnostic et de thérapeutique, c'est surtout ça le mot, n'est pas un lieu du soin, bien sûr, c'est un espace judiciaire. C'est un espace judiciaire où on est accusé, jugé, condamné, et dont on ne se libère que par la version de ce procès dans la profondeur psychologique, c'est-à-dire par le repentir. C'est aussi ça, le côté religieux. La folie sera punie à l'asile. Elle est pour longtemps, et jusqu'à nos jours, au moins emprisonnée dans un monde moral. Bon. Donc, asile, espace judiciaire. Donc, on part de là, hein, c'est pour ça que ce qui est en deçà de la réflexion du courant anti-psychiatrie, c'est ça. Hein, c'est d'abord cette vérité de l'asile comme univers judiciaire et non pas comme univers du soin. Et que donc, à partir de ce moment-là, l'objet n'est pas de soigner du tout l'aliéné, l'objet est de le contrôler, voire de le punir. Et donc, il s'agit aussi de déconstruire cela, même si trop souvent, on a considéré que Laing ne voyait pas, ce qui était faux, ne voyait pas la dimension purement pathologique, par exemple, de la schizophrénie. Il a toujours reconnu qu'il y avait, bien évidemment, des dimensions purement pathologiques aussi. Mais il ne voulait pas passer à côté de la pathologie collective. C'était ça, surtout. Bon. Alors, nous voilà sur l'apothéose du personnage médical. Voilà, donc ça va être la nouvelle figure
de la vie de l'internement, figure essentielle de l'asile, c'est c'est le gardien de la prison. Hein. Donc, il en commande l'entrée. Voilà, donc c'est lui qui fait le certificat. Et à quoi joue ce médecin va incarner différents types d'autorité et notamment, il va être une figure de convergence de toutes les autorités. C'est-à-dire que le médecin n'a pu, dit-il, Foucault, exercer son autorité absolue sur le monde asilaire que dans la mesure où, dès l'origine, il a été, et c'est là où le mot là n'est pas posé, mais de fait il est implicite, nous sommes dans une structure totalitaire, hein, et ce sera le terme utilisé par Goffman, institution totalitaire, ce qui est en partage, notamment pour les asiles, pour les hôpitaux psychiatriques, pour les casernes, enfin bon, toute une série de lieux, pour Foucault parfois même jusqu'à l'école, mais bon, institution totalitaire, le médecin n'a pu exercer son autorité absolue que dans la mesure où il a été père et juge, famille et loi, hein, sa pratique médicale ne faisant bien longtemps que commenter les vieux rites de l'ordre, de l'autorité et du châtiment. Et Pinel reconnaît bien que le médecin guérit lorsque, hors des thérapeutiques modernes, il met en jeu ces figures immémoriales. Donc, prendre le masque du père, prendre le masque du justicier, utiliser bien évidemment les figurations de la famille, de l'autorité, de la punition, de l'amour même. Hein. Tout cela doit être mis en place pour inventer une sorte de figure thaumaturge du médecin. Il suffit qu'il regarde et qu'il parle, hein, voilà, pour que, d'une certaine manière, la folie finalement s'ordonne à la raison. C'est vrai qu'à partir du moment où on n'est plus dans l'obligation de soigner l'aliéné, c'est assez logique qu'on soit dans ce système de théâtre, parce que ce théâtre, d'une certaine manière, il est régulateur. Il est régulateur d'un certain type d'ordre, d'un certain type de contrôle, puisque l'enjeu n'est pas ni de s'intéresser à la parole de l'aliéné, ni d'interroger ce qu'il fait, et ni de le guérir, mais simplement d'empêcher qu'il nuise. Bon. Donc pour empêcher qu'il nuise, effectivement, il faut organiser cet aspect un peu thaumaturgique. Bon. Alors, on prend le texte de Goffman et, je l'ai dit, plus spécifiquement, la présentation de Castel au début, qui fait une quarantaine de pages, un petit peu moins, une trentaine de pages, et qui est tout à fait intéressante. Et puis on fera aussi référence un peu à ce que dit Goffman en direct. Donc, la méthodologie de Goffman au départ, c'est précisément d'interroger un continuum, une série, et cette série, c'est celle qui relie l'interné, de l'hospitalisé, de l'asilisé, de l'incarcéré, de l'encaserné, du cloîtré, du reclus, hein, donc vraiment ce qui est en partage dans ces institutions, certes hospitalières, mais ces institutions totalitaires, spécialisées, dit-il, dans le gardiennage des hommes. Voilà ce qu'il va aller étudier.
et plus spécifiquement, bien sûr, l'institutionnalisation de la maladie mentale avec l'hôpital psychiatrique, ses traditions, son organisation, son personnel, ses différentes fonctions sociales. Donc on n'est pas du tout dans le fait d'aller s'intéresser à la subjectivité malade, hein, mais au contraire d'aller étudier ces différentes organisations collectives, rationalisations collectives que la société, dit Goffman, élabore pour se défendre de la folie. Même si, bien évidemment, il essaiera aussi d'écrire Asile du point de vue aussi des internés, comme s'il faisait un livre d'ethnologie, hein, comme s'il allait chercher la parole des indigènes, voilà, pour essayer d'être le plus factuel possible et pas simplement dans la déconstruction de cette fabrication sociale qu'est l'asile. Et puis, comme toujours chez Goffman, vous savez qu'on est toujours dans vraiment mais le regard le plus pointilleux sur les détails, hein, les détails de la vie, parce que c'est dans les détails que se jouent spécifiquement des obligations de comportement, des rationalisations, des chosifications, etc. Et donc, description prosaïque de l'existence à l'hôpital, comment ils mangent, comment ils dorment, comment ils travaillent, comment ils intriguent, dit Castel, pour humaniser leur environnement. Donc, tout ce que, et Castel cite Flaubert, tout ce que Flaubert appelle la litière du quotidien. On va interroger cette litière du quotidien, comment se défont les amitiés, les haines, comment on se procure tel ou tel privilège, comment on organise une sorte de complicité larvée avec les soignants, etc. Bon, toute cette ritualisation et non-ritualisation qui fait que voilà, la vie s'organise, la domination s'organise, la résistance plus ou moins complice s'organise à cette domination. Et précisément, voilà, c'est l'organisation de la vie en hôpital qui exige cette description atomisante, en lui offrant un objet atomisé, la multitude des conduites apparemment dénuées de sens, hein, qui semblent comme ça des fragments, et qui, en fait, montrent l'univers de la dynamique de chosification qui se traduit derrière ces multiples débats et qui montre aussi comment les aliénés s'adaptent, hein, la conduite de l'interné, et comment, en fait, procède cette institution totalitaire par une sorte de mise sous contrôle de tous les éléments du quotidien. Alors, quelques grands critères de ce qu'est une institution totalitaire. Alors là, attention, parce que toute, comment on appelle ça, toute ressemblance avec un objet déjà identifié, bon. Alors, isolement par rapport au monde extérieur, un espace quand même possibilité clos, hein, il faut qu'il y ait cette, pardonnez-moi le terme, cette closure. Promiscuité entre reclus, prise en charge de l'ensemble des besoins des individus par l'établissement, donc dépendance, hein, désautonomisation, c'est très très important dans le process. Observance obligée d'un règlement qui s'immisce dans l'intimité. Donc, bien évidemment, hein, qu'est-ce que l'état de droit? L'état de droit, c'est la séparation, hein, séparation privée, publique, séparation des pouvoirs, là, confusion totale de tout. Hein, c'est ça une institution totalitaire. Donc, observance obligée d'un règlement qui s'immisce dans l'intimité du sujet,
programme de toute l'existence quotidienne, irréversibilité des rôles, on est soit soigné, soit soignant, on ne traverse pas, interdiction. Donc on voit très bien pourquoi Oury, vous vous souvenez la fonction soignante en partage, etc. Pourquoi Laborde est allé traverser ça, et Leng aussi. C'est à dire à un moment donné, un des points centraux de Leng, c'était de dire évidemment c'était mais on ne doit pas pouvoir distinguer entre les fous et les médecins. Terrible pour certains. Mais ça partait de là, ça partait du fait qu'il ne fallait pas qu'il y ait posé d'emblée cette irréversibilité des rôles avec assignation à résidence psychique pour les uns et au contraire libre circulation pour les autres. Tous ces caractères, dit Castel, bien évidemment renvoient, sont typiques de l'hôpital psychiatrique, aussi bien qu'à la prison, au couvent, au cantonnement militaire et au camp de concentration. Alors, résultat, voilà comment est défini dès lors l'hôpital. L'hôpital est défini comme milieu antithérapeutique. Voilà, donc au moins, là aussi, on parle de ça. Et alors, là où c'est très particulier, c'est que, et c'est là aussi où c'est pourquoi c'est une institution totalitaire, parce que tout est, c'est un principe de non-réciprocité totale, c'est-à-dire tout est à charge. Le principe des institutions totalitaires. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun choix possible, vous êtes perdant ou perdant. Tout est à charge contre vous et le principe de l'herméneutique, possibilité d'interpréter les signes, etc. En fait, on interprète les signes, donc on fait de l'herméneutique, mais toujours dans un certain sens. Donc c'est terrible, c'est une falsification terrible. C'est-à-dire tout est à charge, tout est lu en regard et pour expliquer le fait que vous êtes là. Donc que vous êtes pathologiquement atteint. Vous allez vous comporter de façon calme, c'est parce que vous êtes pathologiquement calme. Vous allez au contraire vous énerver, c'est parce que pathologiquement vous êtes trop colérique. C'est-à-dire que jamais vous ne pouvez vous sortir de ces raies qui sont ceux de l'assignation à résidence. Voilà. Et donc, résultat, c'est pour ça aussi que Castel dit « Cette figure limite de la pathologie asilaire permet de lire la vérité de l'hôpital comme milieu anti-thérapeutique. » Et puis sur le fait aussi, on le verra plus loin, qu'il y a une stérilisation de la résistance, mais on va voir ça un peu plus loin. Là aussi, autre falsification, c'est celle du langage. Comment on utilise le langage dans les institutions? Parce qu'on pourrait se dire, au moins, on peut être libre là. Ben non. Et ça, c'est bien évidemment le système qu'on peut rencontrer dans toute bureaucratie. À quoi sert le langage dans la bureaucratie? À créer une forteresse, si j'ose dire, autour de la bureaucratie. Alors là, la prolifération actuelle des réunions dans les services ne fait qu'institutionnaliser cette perception de l'hôpital, alors comme milieu thérapeutique par le verbe et par des équivalents fonctionnels du verbe. C'est-à-dire que là encore, falsification, pourquoi? Parce que on utilise le verbe, mais ce verbe se donne pour un langage universel, sauf que ce langage ne sert absolument pas à dialoguer avec l'autre. Non, il est là, ce langage, pour, là aussi, fermer.
hein, tout en restant quasi monopolisé par les responsables officiels de l'organisation. Le langage appartient au chef, aux soignants. Le langage n'appartient pas aux aliénés. Le langage est tenu sur le malade. En principe pour lui, bien sûr, mais jamais par lui. Donc, alors, ça, je fais juste un point sur le langage et la novlangue totalitaire. Vous la trouvez notamment chez Orwell, bien sûr, dans différents ouvrages, mais notamment dans 1984. Si vous vous souvenez, il y a plusieurs opérations de désubstantialisation du langage chez Orwell, et notamment une des désubstantialisations, et qu'on trouve toujours dans les institutions, et on ne fait plus attention, mais c'est l'ablation des mots. L'ablation des mots ou les acronymes. Hein, bon. C'est-à-dire comment utiliser un langage pour précisément faire en sorte que aucune possibilité de compréhension soit organisée pour ceux qui sont extérieurs. Un langage pour fermer, hein, et non pas un langage pour communiquer avec ce qui n'est pas soi. Non, là c'est un langage pour ce qui est soi. Ce qui est quand même antinomique de la dimension d'universalité du langage. Donc, c'est la première des opérations, dit Orwell, c'est que l'on va faire une ablation des mots. Alors, je donne par exemple alors, sachant en plus que deuxième opération, c'est la falsification totale. Hein. J'utilise un mot à la place d'un autre, ça vous connaissez. Bon, alors là, par exemple, chez Orwell, le ministère de la vérité. Vous pouvez être sûr que c'est l'organisation du mensonge, mais bon, le ministère de la vérité, le commissariat aux archives, non, on appelle ça le Miniver. Miniver, c'est le ministère de la vérité. Le Comar, c'est le commissariat aux archives. Bien évidemment, le commissariat aux archives, c'est pas rien, c'est le lieu de la mémoire. Donc, on l'appelle le Comar, ou le Comarche, si vous préférez. Ça n'a de sens que pour les inclus. Et une fois intériorisé cela, on peut précisément commencer à lui faire signifier autre chose. Et donc on peut, à un moment donné, grâce à ça, faire aussi de la réification du passé. Donc vous avez là des mots amputés, et qui à un moment donné, justement, comme ils sont tellement amputés, qu'on ne sait même plus à quoi ils font référence. Et que donc, précisément, ils peuvent faire référence à autre chose, et notamment à des contenus eux-mêmes très dogmatiques. Ça permet également d'économiser du temps, soi-disant, parler plus vite pour ne pas penser ce que l'on est en train de dire. Et bien évidemment, c'est une atteinte directe à la fonction d'ouverture de la langue. Et donc cette langue qui normalement est là pour faire pont, précisément est là pour faire comment dire, obstacle, pour empêcher. Donc là aussi, cette langue, dans l'institution totalitaire ou dans l'institution psychiatrique, ce verbe n'est possédé que par le corps aristocratique des soignants, mais qui doit veiller bien évidemment régulièrement à faire en sorte de ne pas paraître trop aristocratique, parce qu'il s'agit bien de montrer au contraire le caractère bénéfique des médecins. Bon, alors, on continue, se met en place cette perversion qu'on trouvera également chez Laing. Chez Laing, vous avez cette phrase très souvent qui revient, là aussi sur le simulacre qui organise les relations entre les personnes dans la société en règle générale, et notamment dans un hôpital psychiatrique, mais plus spécifiquement dans toute organisation
à tendance totalitaire. Je cite Leng, il joue un jeu, je l'ai souvent cité, mais tellement grandiose. Il joue un jeu, il joue à ne pas jouer un jeu. Si je leur montre que je le vois, je briserai les règles et ils me puniront. Et c'est ça la phrase importante. Je dois jouer le jeu de ne pas voir que je joue le jeu. Voilà la donnée. Et c'est, quelque chose en connivence qui est posé par Castel dans cette présentation. Les fins du sujet sont fonction des fins que l'organisation prétend lui imposer, mais aussi des intérêts des malades dont l'établissement ne tient pas compte ou qu'il réprime et que le malade réussit à satisfaire indirectement en réinterprétant selon sa propre logique les normes officielles. Ainsi, il jouera le jeu de l'ergothérapie pour échapper à l'ambiance débilitante du quartier. Il participera au psychodrame pour se procurer des occasions de rencontres hétérosexuelles, ou il ira à une conférence pour être assis confortablement et fumer en paix, etc. etc. C'est-à-dire que se construit tout un grand théâtre d'ambiguïté des conduites qui précisément est là pour empêcher une subjectivation, pour permettre un contrôle. Et voilà ce qu'est la structure socio-hospitalière. Et c'est dit un petit peu plus loin, en gros, cet hôpital psychiatrique du XIXe siècle, c'est une tentative de synthèse entre, tout de même, cette exigence de tenter, donc il rajoute tenter, mais de guérir les malades et de neutraliser des déviants. Alors, les points importants de ces critères des institutions totalitaires. Donc là, on rentre dans Goffman plus spécifiquement. Donc qu'est-ce qu'une institution totalitaire? Donc définition très très vaste de Goffman, c'est un lieu de résidence et de travail. Donc ça aussi c'est important, tout s'y mêle. C'est un lieu de résidence et de travail où un grand nombre d'individus placés dans la même situation, coupés du monde extérieur, pour une période relativement longue, mènent ensemble une vie recluse dont les modalités sont explicitement et minutieusement réglées. Voilà ce que c'est qu'une institution totalitaire. Oui. Ah oui. Là aussi, pourquoi, juste, je reviens un tout petit peu en arrière, c'est dit par Castel, mais pourquoi on est allé traquer tous les menus détails de la vie des malades, de l'organisation de leur vie quotidienne, parce que précisément, dit Castel, on va chercher à attraper la négativité dissimulée par le finalisme fonctionnaliste. Voilà. Et c'est très intéressant parce que on va voir que ensuite, tout est organisé dans cette institution totalitaire pour désubjectiver, sans en avoir l'air. C'est pour ça qu'on parle de négativité dissimulée. Et on va voir que, bien évidemment, encore une fois, ce sont des techniques, je cite Goffman, des techniques de mortification
des techniques, et c'est très intéressant parce qu'on a les mêmes choses, tout système pervers fonctionne avec les mêmes systèmes. Technique de mortification, profanation de la personnalité. Pas rien comme expression. Hein, bon, on va y revenir. Voilà, il y a un travail de sape absolu comme ça, l'air de sans en avoir l'air, où on vient comme ça, petit à petit, de manière insidieuse, vous désautonomiser, vous désubjectiver petit à petit. Hein, jamais de façon très forte parce qu'il y aurait rébellion. Non, c'est quelque chose de plus insidieux et on vient vous mettre en contradiction avec vous-même. Alors, je passe. Oui, bon. Donc, je vais passer un peu plus vite. De toute façon, on y reviendra éventuellement. Bref. Donc, je reviens sur les techniques de mortification. L'enjeu, c'est quoi? L'enjeu, c'est, dit-il, de mettre en place des changements radicaux dans la carrière morale du nouveau venu. Le nouveau venu étant l'aliéné. Qu'est-ce que c'est que cette carrière morale du nouveau venu? C'est une carrière marquée par une modification progressive des certitudes qu'il nourrit à son propre sujet. Voilà, c'est-à-dire que petit à petit est organisée la mésestime de soi, tout simplement, la perte de confiance en soi, et même le fait de devenir un étranger à soi-même. Hein. Voilà, modification progressive des certitudes qu'on a par rapport à son propre sujet. Hein. Schelling, à un moment donné, il parle d'insécurité ontologique. Bon, alors, voilà, créer de l'insécurité dans le rapport que vous avez par rapport à vous-même. Comment on fait ça? Par différentes techniques. Technique de l'isolement, toujours. Vous isole. C'est pour ça qu'il parle d'une carrière morale. Hein, c'est-à-dire qu'il y a vraiment tout un protocole, pour le cas de le dire, tout un protocole de profanation de la personnalité dans ces institutions totalitaires. Alors, grand moment de profanation de la personnalité, les cérémonies d'admission. Au moment où vous arrivez. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est la mise en condition, elle commence à ce moment-là. Programmation, dit Goffman, parce qu'ainsi dépouillé, l'arrivant se laisse niveler, homogénéiser, transformer en un objet que l'on peut livrer à la machine de l'établissement. Et donc, qu'est-ce que c'est l'admission? Ce n'est pas du tout le moment où vous arrivez. Non, c'est un dépouillement de ce que vous avez été. L'enjeu, ce n'est pas d'entrer. L'enjeu, c'est d'être dépouillé à ce moment-là. Un dépouillement systématique et complexe que marque l'admission. On va vous priver d'un certain nombre d'objets qui sont les vôtres, qui n'appartiennent qu'à vous, qui disent quelque chose de vous, etc. On vous donne des habits qui n'en sont pas, hein, qui sont généralement pas adaptés à votre morphologie. Ça est fait exprès. Et pour que déjà vous ne soyez plus petit à petit vous-même, un rite d'introduction. Fait la même chose par le bizutage. Aussi, hein, c'est pas, voilà. Donc, une fois le reclus dépouillé de ses biens, en gros, on s'attaque à l'avoir. On va s'attaquer à l'être, après, mais d'abord, l'avoir. On dépouille. Interdiction de disposer d'une armoire qui ferme à clé. Donc, on est dépouillé non seulement des objets, mais on est dépouillé de la possibilité d'une intimité. Très important, il n'y a pas d'intimité. Confiscation des biens personnels, etc., etc.
Et il dit, voilà, d'ailleurs, prenons un autre exemple, les ordres religieux font la même chose. Hein, alors, pourquoi on fait ça? Parce que lorsqu'on est dépouillé de différentes astuces qui nous permettent de nous présenter comme étant tel sujet. Comment ça s'appelle ça dans la formulation chez Goffman? C'est le contrôle de sa présentation personnelle. Très important. Dans la vie, on aime se présenter d'une certaine manière. On aime se donner à voir aux uns et aux autres d'une certaine manière. Et donc, on va avoir envie de, je ne sais pas, éventuellement pour les femmes, de garder un peu de maquillage ou que sais-je. L'enjeu, c'est de contrôler sa présentation. Là, non, précisément, on vous empêche de contrôler votre présentation. Et voilà. Et donc, résultat, qu'est-ce qui se met en branle? Il se met en branle une dégradation de l'image de soi. Donc, dégradation de l'image de soi, et poursuit Goffman, à ces humiliations, donc c'est ça, hein, vexation narcissique, hein, on rentre dans le phénomène de vexation narcissique, s'ajoutent les outrages par le geste ou par la parole. Ce n'est pas d'ailleurs nécessairement des insultes, hein, ça serait trop simple. Non, un des premiers grands outrages, c'est quoi? C'est de parler comme si vous n'étiez pas là. Première grande technique d'outrage, pas besoin d'insultes. Il, ou de ne pas vous inclure dans le regard. On s'adresse à quelqu'un sur vous, hein, pour précisément. Et voilà comment on met en place un univers de reclus. Alors vous êtes entouré, vous n'avez même pas besoin d'être seul. C'est ça, par le simple langage, par une simple manière, vous êtes reclus, vous êtes en réclusion. Je continue. Quelle que soit la forme ou la source de ces divers outrages, l'individu doit assumer une activité dont les implications symboliques sont incompatibles avec la conception qu'il a de lui-même. On le met en double bind permanent, on le met c'est pas, double bind, c'est pas le bon terme ici, puisque le double bind est une injonction contradictoire, mais en tout cas, on le met dans l'impossibilité, grâce à ce qui lui est fourni comme symbole, de devenir sujet. Alors, autre chose aussi, les outrages, c'est bien évidemment de vous astreindre à une tâche qui n'a pas de sens. Là aussi, une technique qu'on peut retrouver dans d'autres types d'organisations, notamment du monde du travail. Hein, donc c'est quelque chose qui nous parle bien au-delà de simplement l'institution psychiatrique. Alors là, par exemple, alors lui prend l'exemple des établissements militaires où très clairement la corvée, hein, ce qu'est une corvée, est une activité qui a pour principe son inutilité. Son inutilité. C'est sa seule raison d'être. Il ne faut surtout pas que c'est une valeur. Et d'ailleurs, il faut précisément faire bien comprendre à celui qui fait une corvée que ce qu'il est en train de faire n'a pas de valeur. Et d'ailleurs, il recommencera demain. On rentre dans ce système de ce qui n'a pas de sens, ce qui n'a pas de valeur. Autre point très très important, ce que Goffman appelle la contamination physique. Alors qu'est-ce que c'est la contamination physique? Et puis après, la contamination morale. Tout simplement que normalement dans une institution non totalitaire, vous pouvez, comme on l'a dit, préserver des domaines intimes. Mais là, il va y avoir différentes choses. Alors, contamination physique dans le sens où, d'emblée, dit-il, l'individu subit une violation de son moi intime.
Violation de son moi intime par différentes manières, et notamment lors de l'admission, on fait l'inventaire de ses antécédents sociaux, on fait l'inventaire de tout ce qui sera à charge contre lui, et sans cesse, on ira exhiber d'une certaine manière cette intimité. Et donc déjà un sentiment de viol, dans l'obligation d'être mis à nu, sans cesse. Bon, ça c'est un premier point. Mais chose plus intéressante, encore une fois, on est en 1968, hein. Mais enfin quand même, c'était hier. C'est quand même pas non plus... Et Goffman explique que ce qui est dit là des hôpitaux peut être dit quand même d'hôpitaux qui sont sur des territoires sensiblement différents, pas simplement les États-Unis, pas simplement l'Europe, mais qu'il y a quelque chose en partage. Très important, l'individu c'est-à-dire que l'individu ne peut pas se protéger de sa propre contamination. Alors ça veut dire quoi? Je le cite, l'individu est parfois obligé de rompre avec les dispositions permettant d'ordinaire de se prémunir contre la source de contamination que chacun peut être pour soi-même. Ainsi, par exemple, lorsqu'il doit vider lui-même ses eaux sales. C'est-à-dire que, et c'est ça aussi, et là aussi il fait un petit, comment dire, aparté sur Orwell, qui raconte comment étaient les toilettes des pensionnats. Les toilettes sans siège, les lavabos dégoûtants, et c'est ça, c'est-à-dire que vous êtes pris dans un piège où, comme vous ne pouvez plus délibérément avoir un geste libre de protection de votre hygiène, la trahison est magistrale, c'est-à-dire que c'est vous-même qui vous contaminez, hein, d'une certaine manière. Alors je cite le passage, parce que ça nous passe l'envie effectivement des pensionnats, mais en même temps, de fait, ont quand même un tout petit peu changé. Mais si vous vous souvenez, on voit ça dans la correspondance d'Orwell, vraiment était en tout cas c'est comme ça qu'il se définissait comme un enfant quand même, qui avait été plutôt malheureux, et notamment dans ses institutions. Alors je cite les commentaires d'Orwell sur son pensionnat. Qu'est-ce que c'est que cette fameuse contamination? Tout simplement, c'est la saleté qui règne. Il y avait par exemple, dit-il, des bols en étain dans lesquels nous prenions notre porridge. Mais qu'est-ce qu'il y avait dans ces bols en étain? Il y avait de l'accumulation de porridge, depuis, comment dire, tous ceux qui ont pris le porridge avant nous. Le porridge lui-même contenait des bouts de cheveux, des choses noires non identifiées, en si grande quantité que, il y avait aussi une piscine, imagine la piscine, dont l'eau était vaseuse. Et puis il y avait toujours ces serviettes, toujours humides, qui sentaient le fromage, ces lavabos graisseux, etc., etc., etc. Et qui fait que, précisément, on est sans cesse en danger pour la plus petite chose et pour le soin le plus basique. Il faut être sans cesse en vigilance sur ce soin le plus basique, ce qui épuise, ce qui est un phénomène absolument d'épuisement. Être source de contamination pour soi-même. Autre point aussi important, ce qu'il appelle la contamination morale. Mais qu'est-ce que c'est que cette contamination morale? Marrant d'utiliser cette formule. C'est l'impossibilité de garder la juste distance. C'est-à-dire, personnel d'encadrement et compagnons s'arrogent le droit d'user envers eux d'un ton familier ou de formules abrégées. Cette attitude dénie aux gens,
au moins à ceux qui appartiennent, cette attitude dénie aux gens la possibilité de garder leur distance à l'égard des autres. C'est-à-dire que, et d'ailleurs c'est assez drôle parce qu'on se souvient parfois de ce que disent les jeunes lorsqu'ils se font arrêter par la police, c'est ça dont on parle. Hein. Mais c'est marrant de voir ça comme une contamination. C'est-à-dire que tout d'un coup, je ne peux pas, on ne me permet pas d'être à distance. Sans parler du fait que, bien évidemment, on vient lire mon courrier, on ouvre mes lettres, on lit le courrier devant les uns et les autres, etc., etc. Alors maintenant, la thérapie de groupe. Autre grand exercice de mortification de soi-même. Je ne dis pas, bon, il faut arrêter la thérapie de groupe, hein, mais c'est vrai que j'ai toujours un tout petit peu en alerte devant ces grands théâtres, mais bon. Mais avec toujours ce grand système, puisque les Américains sont très friands de cela, c'est ce grand système d'abord de dire on est en toute bienveillance, c'est parce que c'est tellement terrible qu'on est obligé par le discours de calmer l'horreur qui va se produire après. Donc, mais non, on s'aime tous, mais vas-y, on serre les mains, tout ça. Et tu sens que, aïe, bon, mais passons. Là, au minimum, c'est dit, voilà. La thérapie de groupe. Là, le but précisément, c'est, dit-il, impossibilité de se soustraire à la scène. Et donc, de fait, est sans cesse aussi utilisé. Alors ça s'appelle le ricochet chez lui. La technique du ricochet. Alors, technique du ricochet, en termes didactiques, c'est la rétroaction didactique en doctrine thérapeutique fondamentale. Allez. Qu'est-ce que ça veut dire cela? Ça veut dire qu'en somme, lorsque vous avez produit, vous, je ne sais pas moi, dans la séance avec votre psychothérapeute, vous avez dit une confidence, cette confidence, vous allez retourner dans la thérapie de groupe contre vous-même et vous devez statuer, hein, vous devez vous repositionner par rapport à ça. Donc là aussi, c'est utilisé hein, contre, tout en, bien évidemment, avec cette atmosphère toujours de tolérance, hein, mais obligation et ça, dit-il, ça permet aussi une dépersonnalisation sans cesse. Bon, donc en gros, comment s'organise tout ça? Tous ces aliénés sont étroitement liés à la fois par la honte et par la discipline. Là, autre technique, je passe un peu, parce que sinon, de toute façon, j'ai explosé mon temps. Donc je pense que je vais, la fois prochaine, revenir sur Leng, parce que pour terminer, enfin pour terminer, pas pour terminer, mais pour terminer un tout petit peu Goffman, et on reviendra la fois prochaine sur, je devais vous faire des choses sur les points limites, mais je reviendrai sur l'anti-psychiatrie. L'embrigadement. Donc l'embrigadement, autre grande technique de mortification. Alors l'embrigadement, c'est quoi? Vous vous souvenez dans Sénèque, le souci de soi, on l'avait vu, le premier grand geste, sois maître de toutes tes heures. Hein, c'était le grand geste du souci de soi. Là, précisément, non. Là, de fait, le temps n'appartient pas au reclus. Son temps avec les autres est organisé, son temps intime est organisé, et il n'a absolument aucune possibilité de maîtriser. Hein. Il n'agit pas à sa guise. C'est absolument, comment dire, voilà, on est dans le contraire de ça. Autre chose importante, c'est d'obliger l'aliéné à sortir de tout sentiment d'autorisation de lui-même. C'est-à-dire que même pour le plus petit acte, il faut qu'il demande l'autorisation. Et plus d'une certaine manière c'est anodin,
il est important, voilà, pour aller faire pipi, voilà, c'est vraiment, il n'y a nul besoin d'autorisation, mais si précisément, hein, solliciter une autorisation pour des actes mineurs. Voilà. Rôle à ce moment-là de soumission, rôle de supplication, parce que bien évidemment on se heurte à l'arbitraire de qui est en face de soi. Un coup il va dire oui, un coup il va dire non, on ne sait pas. Donc voilà. Donc là c'est comme ça que se constitue aussi toute l'emprise et tout ce réseau de contraintes dans lequel on est enserré. Alors, autre point aussi, c'est que bien évidemment, dans ces institutions totalitaires, ces techniques de mortification ne sont pas présentées comme telles, de fait. On ne dit pas, voilà, les grandes techniques de mortification. Non, hein, non, de fait. Non, on dit précisément, elles sont, dit Goffman, officiellement rationalisées en fonction d'autres principes. Alors, quoi l'hygiène, par exemple. La sauvegarde de la vie, qui est invoquée par exemple pour faire avaler de force des aliments. L'aptitude au combat, si on est dans une structure plutôt des règlements militaires. La sécurité. Alors là, la sécurité, elle a très très souvent, elle est là aussi revendiquée. Pourquoi pour essentiellement des réglementations coercitives. Alors ensuite, vous vous souvenez quand Castel avait dit la complicité. Hein, la complicité et comment ces institutions totalitaires organisent un système de privilèges. Et c'est pas carotte et bâton. C'est bâton et absence de bâton, plutôt. Ce serait plutôt ça. Très important de bien poser que c'est la privation, c'est véritablement la voie normale, c'est voilà, manger et pas manger, bien manger. Le privilège, ce serait manger quelque chose de bon. Non. Là, le privilège, c'est manger. Manger quelque chose qui est mauvais. L'absence de privilège, c'est ne pas manger. On pourrait dire, au final, il y gagne, mais quand même. Non. Hein, et voilà. C'est pour une grande. Alors, donc ce système des privilèges est là pour faire quoi? Pour fournir, je cite Goffman, la charpente de la nouvelle personnalité. Et il va y avoir donc toute une proportion à construire un monde autour de ces avantages secondaires, hein, des avantages absolument insignifiants, mais comme de toute façon ce sont les seules possibilités d'une certaine manière d'une reconnaissance, d'une réassurance, etc., on en vient à l'organiser. Et ce qui est terrible, c'est que si c'était un vrai privilège, il faut bien comprendre ça, c'est que si c'était un vrai privilège, il y aurait une résistance de la part des aliénés qui diraient mais va te faire voir avec ton privilège. J'en veux pas. Mais c'est un faux privilège. C'est quelque chose qui est en fait de l'ordre de la survie. Donc vous obligez au consentement sur ce qui est posé par vous comme un privilège. C'est-à-dire que, voilà, je cite, les privilèges ne consistent pas en avantages matériels, ni en valeur positive, parce qu'on pourrait dire, mais garde-la ta cerise sur le gâteau, je n'en veux pas. Voilà. Sauf que là, il n'y a pas de cerise, il n'y a pas de gâteau, il n'y a pas d'assiette, il n'y a rien, quoi. Hein, bon. Mais uniquement en l'absence de privation. Et ça, oui, il y a un moment donné où je suis dans une obligation de consentir sur le fait de l'absence de privation. C'est difficile quand même à un moment donné de toujours tenir face à un système qui vient toujours vous priver de ce qui est nécessaire. Et puis ensuite, bon, je passe, il y a des passages très intéressants sur ce qu'il appelle la complicité dans la réclusion, le cynisme qui se met en place,
dans ces systèmes. Et alors, quelque chose qui est très intéressant, ce qu'il appelle je crois que c'est le relâchement moral. Là aussi, qui montre que, ça y est, on a, si j'ose dire, gagné la partie, c'est quand, ça aussi un point, et puis comment dire, on arrêtera pour aujourd'hui. Ça, c'est très intéressant, parce que là encore, c'est quelque chose qui est dit du cadre de l'hôpital psychiatrique type avant aujourd'hui, bien sûr, puisque aujourd'hui c'est plus du tout comme ça. C'est le jeu cynique qui se met en place, le relâchement moral. Il semble donc que le cadre de l'hôpital engendre ce que l'on pourrait appeler un artificialisme cosmopolite ou une forme d'apathie civique. Dans ce contexte moral peu sérieux, dans ce contexte moral peu sérieux, mais où tout ce qui se passe est étrangement amplifié, donc en gros, dans ce contexte moral peu sérieux où tout ce qui se passe est pris au sérieux, c'est ça que ça veut dire, hein, se construit un moi où le voir détruire devient une espèce de jeu cynique. Et voir cela comme un jeu, c'est perdre en quelque sorte le sens moral, etc. etc. Hein. À l'hôpital, donc, l'interné apprend que le moi, loin d'être une forteresse, ressemble plutôt à une petite ville ouverte, hein, et dans laquelle on peut être occupé régulièrement par l'ennemi. Et résultat, le malade semble atteindre un nouveau palier à partir du moment où il se rend compte qu'il peut survivre à tout ça, alors qu'il a bien vu que c'était des mécanismes d'autodestruction, et petit à petit, il rentre en complicité avec ça, et donc définitivement, ça produit chez lui ce fameux relâchement moral. C'est-à-dire que là aussi, on pourrait parler de contamination morale, c'est-à-dire que de lui-même, il est tellement chaque jour déprécié, et il voit que bien évidemment, il s'adapte à cette dépréciation. C'est terrible, il est son propre traître. Et donc, de fait, à un moment donné, il y a un relâchement moral qui fait que, après tout, ce qui n'aide pas hein, pour la révolte, la rébellion, etc. etc. Dernier point, et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, quand sans cesse c'est à charge contre vous, quel est le schéma interprétatif de l'institution totalitaire? Et ça, c'est très intéressant, mais c'est ce qu'on avait dit, mais c'est mieux dit, là. Le schéma interprétatif de l'institution totalitaire commence à s'appliquer dès l'entrée. Tout ce qu'ils expriment est retenu comme preuve de leur désordre mental, que ce soit fondé ou non, quel que soit le calme ou la politesse avec lesquels ils le formulent. Et cette formule très intéressante, dans un univers qui normalement devrait être celui du soin, les surveillants ne reconnaissent jamais l'existence du normal dans un milieu où l'anormal est de règle. Voilà. Donc, tout est là sans cesse pour que, à chaque fois que vous êtes sur le seuil de l'hôpital psychiatrique, vous êtes désormais désigné comme vous. Et vous aurez beau faire tout ce que vous voulez, vous ne pouvez pas sortir de cela. Il n'y a pas d'évolution possible, encore une fois, dans comment dire, la description assez terrible de l'institution totalitaire que produit Goffman. Et il parle effectivement, la même chose existe dans, dit-il, ça c'est désagréable pour les Chinois, mais c'est posé comme ça, les camps chinois de lavage de cerveau, bon, donc là aussi toutes les institutions concentrationnaires de toute façon, sont réputés pour avoir développé à l'extrême ce processus interprétatif
là aussi en faisant des événements quotidiens et anodins puisés dans le passé du prisonnier autant de manifestations d'une action contre-révolutionnaire. C'est-à-dire qu'en gros, non seulement tout ce qui se passe ici, mais c'est rétroactif. À partir du moment où vous pénétrez dans une institution totalitaire, ce que vous allez faire à l'instant T sera contre vous, mais ce que vous avez fait auparavant explique pourquoi vous êtes là. Donc il y a enfermement total, hein, espace et temps, et donc la dépersonnalisation, elle s'étend depuis le tout début de l'enfance jusqu'à maintenant. Bon, il est 19h30, donc définitivement, parce qu'il y a quand même 1, 2, 3, 4, 5, donc on verra l'aspect, voilà, comment l'antipsychiatrie a essayé d'attraper cela et a essayé d'expliquer comment la folie devait être insérée dans un jeu social et comment, d'une certaine manière, la folie était aussi une réponse à la situation inacceptable proposée par la famille ou par la société, hein, et qu'à ce moment-là, c'était une réponse à l'inacceptable. Et donc à ce moment-là, comment l'antipsychiatrie proposait une hypothèse pour essayer de faire en sorte que voilà, l'hôpital psychiatrique, s'il ne pouvait devenir un lieu de guérison de la folie, en tout cas, ce n'était pas un lieu plus dommageable pour elle. Voilà. Sachant qu'en plus, il y a eu, on reviendra sur le cas de Mary Barnes, qui a été, elle, pour le coup, un cas de guérison. Mais on ne peut pas dire que dans l'expérience de l'antipsychiatrie, il y a eu que des guérisons. C'est pas vrai. Donc, il y a eu, voilà. Mais cette hypothèse, voilà. Donc, on fera ça la semaine prochaine. Et maintenant, vos questions.